Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion. Nous nous demanderons ensemble quel est l'état actuel du marché de l'immobilier de luxe dans un contexte un petit peu plus inflationniste en cette fin d'année. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Pétex-Muffat, le directeur général de Daniel Féault, mais aussi de Belle Demeure de France. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous resterons d'ailleurs dans la thématique immobilière. Nous nous demanderons comment les propriétaires bailleurs peuvent agir lorsqu'ils font face à des loyers impayés, ce qui nous amènera notamment à nous poser des questions sur la préparation éventuelle à ce type de complexité dans une relation entre propriétaires bailleurs et locataires des deux côtés. Des questions que nous poserons à Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, mais aussi à Gabriel Néou-Janicki, avocat spécialisé en droit immobilier. Bienvenue à tous dans Smart Patrimoine et on se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, un patrimoine passion dédié à l'immobilier de luxe, un immobilier de luxe qui semble bien se porter en cette fin d'année 2022, malgré le contexte inflationniste, le contexte de crédit qui touche le secteur immobilier de manière un petit peu plus générale. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Pétex-Muffat. Bonjour Nicolas Pétex-Muffat. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Daniel Féault, mais aussi directeur général de Belle Demeure de France. Je le disais très rapidement en introduction, c'est vrai que quand on discute avec des professionnels du secteur immobilier dans son ensemble, reviennent régulièrement des discours de potentielle crise du logement à venir parce que en lien avec des difficultés à faire sortir des immeubles de terre ou de construction de logements neufs, des sujets également de tension sur le crédit et l'accès au crédit. Ce sont des sujets qui ne touchent pas, ou en tout cas pas encore, l'immobilier de luxe aujourd'hui, Nicolas Pétex-Muffat. Alors effectivement, pas encore. Donc nous on est sur la transaction résidentielle immobilier ancien, à Paris, dans le sud de la France et à Deauville. On est vraiment sur le haut de gamme, le luxe et l'ultra-luxe. Et c'est vrai que ces sujets ne nous concernent pas pour le moment. D'accord. D'une part parce qu'on est sur un assez petit marché, un marché de niche. Bien sûr. Oui. Que notre terrain de jeu principal, c'est le parc immobilier parisien, qui est caractérisé par un état de pénurie. En fait, on ne construit plus à Paris. Pénurie d'offres, du coup. Une pénurie d'offres. Oui, bien sûr. Et que nos clients acquéreurs ont encore la faculté de trouver des crédits sans trop de problèmes, qu'une bonne partie d'entre eux envisagent une période inflationniste sur le long terme et que donc, eux sont plus sensibles au différentiel entre le taux d'emprunt et l'inflation, entre un taux d'emprunt pur. C'est un argument qu'on entend d'ailleurs assez souvent, cette idée qu'effectivement les taux montent, mais dans un contexte inflationniste, ça reste moins cher finalement d'emprunter que l'idée qu'on peut en avoir quand on voit le taux augmenter. Donc ça, c'est un discours auquel sont sensibles les clients avec lesquels vous discutez. Alors, ils sont sensibles. Après, moi, je ne sais pas du tout ce que va devenir l'inflation. Je suis bien sûr, pas un expert. Oui, bien sûr. Oui. Mais en tout cas, eux, un retour à une inflation de 4%, comme cela semble être prévu par les pays de l'OCDE à la fin de l'année 2023, ils n'y croient pas beaucoup. D'accord. Donc globalement, ils s'inscrivent sur une période où ce différentiel entre le taux d'emprunt et le taux d'inflation sera longue. D'accord. Longue. Oui. Et bon, de là à dire qu'ils veulent emprunter en se laissant la capacité finalement soit de rembourser de manière anticipée si les choses ne se passaient pas comme ils voulaient, soit de rembourser des euros nominal qui valent beaucoup moins qu'aujourd'hui, pas dire rembourser en monnaie de singe, mais enfin rembourser avec une valeur très dépréciée de l'euro. C'est en tout cas le pari qu'un certain nombre d'acquéreurs français font. Donc on est sur un calcul finalement de crédit, mais un calcul monétaire, ça va plus loin que ça. C'est toujours un mélange d'achat, de raison, bien sûr, et puis d'achat de passion. D'ailleurs, c'est le titre de votre rubrique, me semble-t-il. Il n'y a pas que de la passion. Il y a quand même un raisonnement rationnel derrière. Un raisonnement qui fait que globalement, la conscience est pleine que le parc immobilier parisien est figé. On ne construit plus à Paris, qu'une belle adresse à Paris, ça restera une belle adresse à Paris quoi qu'il arrive.
Et ce qui est très différent des autres places internationales. D'accord, bah voilà. C'était ma question. C'est ce qui fait finalement que le marché reste dynamique, c'est que peu importe l'évolution du contexte économique, il n'y a pas plus de biens immobiliers de luxe à Paris, donc mécaniquement ça reste un marché dynamique, c'est ça? Il y en a même plutôt moins qu'il y a un an, parce qu'on a tellement vendu ces produits depuis un an qu'il y en a moins. D'accord. Et que là, on a des Français donc, qui sont toujours à l'achat. En tout cas, ceux qui envisagent une période inflationniste sur le long terme restent à l'achat. Et puis là, on a des Américains... des acheteurs étrangers, notamment des États-Unis. Notamment des États-Unis, parce que le dollar s'est apprécié de 30% à la faveur des derniers mois par rapport à l'euro. Et donc, mettez-vous à la place d'un Américain. Chez moi, aux États-Unis, je peux emprunter à 7% à taux variable. Mmh. Oui, c'est pas les mêmes conditions de crédit qu'en France. En Europe, je peux emprunter à 2% à taux fixe. J'investis en euros à un moment où le dollar est très fort. Je diversifie mes actifs. J'achète un produit qui est un produit rare, puisque en général, c'est vrai que très souvent, c'est quand même un appartement à Paris. Mmh. Et ben, je passe le pas. Voilà, donc c'est vrai que les Américains reviennent depuis le début de l'année, que la guerre en Ukraine les avait un petit peu effrayés, parce que Kiev, c'est tout près de Paris, finalement. Bien sûr, en tout cas, dans les yeux d'un Américain. Du point de vue d'un Américain, oui. Mais que là, finalement, il passe à l'achat. C'est presque les soldes, si vous voulez, pour les Américains. C'est 30% de pouvoir d'achat immobilier en plus. La faculté d'emprunter à taux fixe à 2%, alors que chez eux, c'est 7% en variable. Donc, retour des acheteurs étrangers, donc principalement des Américains. Quand on dit retour, ça sous-entend que c'est les mêmes que ceux qui ne venaient plus depuis quelques années, c'est ça? Alors, c'est les mêmes et il y en a des nouveaux. D'accord, ok. Il y a les mêmes, oui, donc ceux qui cherchent un pied-à-terre, un pied-à-terre, sens immobilier de luxe du terme, c'est-à-dire un appartement d'à peu près 220 mètres carrés avec 2 chambres ensuite. Ouais, effectivement, c'est une vision du pied-à-terre. Oui, c'est pas du tout c'est pied-à-terre au sens dans l'immobilier de luxe. Voilà, c'est ça. Avec un architecte qui a refait l'appartement, donc des chambres ensuite, et en général une vue sur un monument majeur de Paris. D'accord. Ça, okay. Ceux-là, ils étaient là, très présents. Au-delà de 4 millions d'euros, on a de toute façon traditionnellement, pas pendant le Covid, mais traditionnellement, on a une transaction sur 2 qui implique un non-résident fiscal, et très souvent un étranger. Donc on est revenu à peu près à ces proportions, alors qu'on était tombé en gros à 0 juste après le Covid, mais que là c'était une razzia sur l'immobilier par des clients français fortunés. Donc, finalement, les Français avaient fait plus que se substituer aux étrangers à cette période-là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas connu de période de calme. En fait, on a connu un changement de typologie des acheteurs. Voilà, on a connu aucune période de calme. L'année 2021 était la meilleure année de tous les temps chez FEO. Et l'année 2022, on a déjà dépassé le volume d'affaires de 2021 en 2022. D'accord, ok. Là, on a tellement vendu sur les segments du haut de gamme que le stock est très faible. Et donc, vous disiez qu'il y avait cette typologie d'acheteurs américains que vous connaissiez. Il y a, j'imagine, une nouvelle typologie qui arrive également. Alors, on va parler des faits Emily in Paris, du tout, mais en fait, là, le dollar est tellement fort que ça a donné des idées à des Américains moins fortunés, qui sont dans une logique d'investissement et qui sont sur des typologies d'appartements un peu moins chères. Alors là, pour le coup, qui ressemblent plus à des pieds-à-terre au sens traditionnel propre du terme, plutôt chouette, mais très parisien. C'est-à-dire, les Américains qu'on avait jusque-là et qui correspondent à la première typologie des Américains dont je vous ai parlé, c'est vraiment ce type d'appartement de 200 mètres carrés ensuite, avec des chambres ensuite qui cherchaient. Oui, donc comme vous nous le disiez, dans l'entourage de certains bâtiments, effectivement. Oui, avec la carte postale, la vue. Là, on a plutôt une internationalisation, en tout cas une appétence forte de cette clientèle-là, pour ce qu'on appelle les villages parisiens. D'accord. Auteuil, Passy, la rue de Lévis, les Abbesses, le Marais, même si le Marais intéressait déjà les Américains. Et en fait, on est plus... je pense que ces Américains qui achètent passeront plus de temps à Paris que les autres. D'accord. Ça ne veut pas dire que les appartements ne sont pas occupés, ils sont prêtés tout le temps à des amis, etc. Mais ceux-là ont passé le pas parce que, en fait, du fait de la parité euro-dollar qui est favorable finalement à un acheteur américain. C'est ça. Ils se sont dit, mais ils ont regardé les évolutions des parités des monnaies entre elles, ils se sont dit c'est le moment, ils ont regardé les conditions d'emprunt, ils se sont dit c'est vraiment le moment,
et ils passent le pas. Et puis je pense qu'ils passeront pas mal de temps à Paris aussi. Mais là, il y a une logique qui est pas une logique de j'ai un équivalent en mieux d'une chambre d'hôtel. D'accord. C'est vraiment j'investis et je veux avoir la capacité de m'ancrer dans un village parisien pour vivre comme un Parisien. Je veux avoir, alors les Américains fument pas, donc pas mon tabac, mais je veux avoir mon bar en bas un petit peu. Enfin, mes patrons d'agence me parlent d'un effet Emily in Paris. D'accord, ils ont tous vu la série et ils veulent vivre un petit peu leur... Ils ont déjà vu une saison que nous, on n'a pas vue, je crois. D'accord. ça peut peut-être valoir le coup de la regarder, effectivement, pour comprendre les futures tendances. Alors, une question peut-être un peu plus j'ai envie de dire, juridique. Est-ce qu'on achète toujours de la même manière l'immobilier de luxe? Alors, effectivement, il y a des questions parfois de transmission, on fait du démembrement de propriété. Est-ce que vous voyez là-dedans des évolutions dans la manière d'acheter? Alors, pas vraiment pour les étrangers. D'accord. Mais oui, j'ai une professionnalisation des acquéreurs particuliers qui se fait à la vitesse de la lumière. D'accord. Et notamment l'utilisation fréquente du démembrement. On a pas mal de propriétaires qui vendent la nue propriété de leur appartement, ce qui n'arrivait pas avant. Enfin, d'accord. En tout cas, c'est nous qui leur proposions, mais c'était vraiment marginal. Alors que là, c'est une solution. Alors, c'est pas du tout la parité euro-dollar, ça n'a rien à voir. C'est plus finalement des inquiétudes liées à la retraite. Mais là, on est hors transmission à ses héritiers. On vend la nue propriété, c'est ça? Vous vendez la nue propriété, donc vous récupérez le cash tout de suite. Et avec ce cash, en général, vous faites des donations à vos enfants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on la vend à quelqu'un d'extérieur de sa famille, c'est ça? On la vend à quelqu'un d'extérieur de sa famille. Donc on reste, donc on garde l'usufruit, donc on continue à habiter l'appartement. On peut l'habiter, on peut le louer. D'accord. Mais effectivement, au décès si c'est un couple, au décès du dernier vivant, la nue propriété... Et ça se fait de plus en plus dans l'immobilier de luxe? Ça se fait de plus en plus. Parce qu'il y a eu sans doute une inquiétude vis-à-vis de la retraite, et puis il y a aussi le fait que les Français héritent de plus en plus tard, et que si vous avez un patrimoine immobilier sympa, mais que vous n'avez pas beaucoup de liquidités, et que vous voulez aider vos enfants au moment où ils se lancent dans la vie, finalement, la vente de la nue propriété de votre résidence principale est une bonne solution. En tout cas, apparaît comme étant une très bonne solution pour certains, puisque ils ont la certitude, les occupants ont la certitude d'avoir un toit sur la tête sans rien changer à leurs habitudes jusqu'à la fin. Ils ont pas mal de cash, et avec ce cash, ils peuvent le placer et donc voir sereinement les années de retraite, oui, bien sûr. Et puis en général, il y a des donations à ce moment-là aux enfants et aux petits-enfants, ce qui leur permet... eux, par exemple, de constituer un apport pour l'achat de leur résidence principale à eux au moment où ils en ont besoin, et pas 15 ou 20 ans plus tard, voire trop tard. On finira là-dessus. Merci beaucoup Nicolas Pétex-Muffat. Je rappelle que vous êtes directeur général de Daniel Féau, mais aussi directeur général de Belle Demeure de France. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui reste dans la thématique immobilière. Nous allons nous demander ensemble comment les propriétaires bailleurs qui font face à des impayés de loyer peuvent réagir. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL. Bonjour Roselyne Conan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. L'ANIL, je le rappelle, pour Agence nationale pour l'information sur le logement. Vous allez pouvoir effectivement nous expliquer quels sont les différents recours, mais nous allons également en parler avec Gabriel Néou-Janicki, avocat spécialisé en droit immobilier. Bonjour Gabriel Néou-Janicki. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous allez pouvoir nous faire part de votre expérience, même sur le sujet d'échanges, de discussions entre propriétaires bailleurs et locataires lorsqu'il y a des difficultés à payer un loyer. Première question pour vous, Roselyne Conan, de manière très simple. Est-ce que ça arrive souvent, sachant que je vais commencer à répondre avant de vous laisser répondre? Il existe un observatoire national des impayés locatifs qui constate, alors qu'on aurait pu craindre qu'avec la hausse du coût des prix de l'énergie ou autre, nous fassions face à plus de loyers impayés qu'avant, qui constate qu'actuellement on n'a pas de hausse des impayés pour cette fin d'année, pour ce troisième trimestre 2022, à voir ce qu'il en sera pour le quatrième. Première question, Roselyne Conan, est-ce que ça arrive souvent, lorsqu'on met un bien en location, de se retrouver face à une problématique de loyer impayé?
Alors, ça peut arriver. D'accord. C'est une question qui revient, qui peut être traumatisante pour le propriétaire, puisqu'un propriétaire qui était confronté à une situation d'impayé et peut-être échaudé peut-être sur sa vie de bailleur à maintenir le logement en location. Il faut rappeler que c'est pas une pratique, ça arrive, mais c'est pas la généralité des locataires, des relations entre le locataire et le bailleur. Ça se passe plutôt bien. D'accord. Oui. Donc il faut relativiser. L'observatoire auquel on fait remonter, nous, nos éléments liés à notre niveau de sollicitation. Effectivement, on n'a pas traduit de pic significatif dans le cadre de nos sollicitations, parce que nous, on ne fait pas remonter le niveau des impayés, on fait remonter le niveau de sollicitation des agences départementales. D'accord. Parce que les agences, donc les ADIL, renseignent tant les locataires que les bailleurs sur l'ensemble des sujets logement et notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur les questions d'impayés. Donc, elles font remonter l'information quand on leur a demandé une information, c'est ça? Ou quand on leur a demandé peut-être une aide pour résoudre un sujet? Le bailleur peut venir nous voir dès la préparation de la mise en location. Et c'est d'ailleurs le moment où il faut commencer déjà à sécuriser le lien locatif par un contrat qui contient, par exemple, une clause résolutoire, par la souscription de garantie, alors soit de la part du locataire, s'il est éligible au dispositif Visal, soit des systèmes d'assurance, des systèmes autres de cautionnement qui peuvent être souscrits. Donc ça, c'est la première étape, c'est sécuriser le lien locatif entre le bailleur et le locataire. Accompagner aussi et informer de l'existence des ADIL si le locataire lui-même n'en était pas informé, parce que grâce à cette information qu'on va délivrer aussi au locataire, savoir qu'il peut mobiliser une aide au logement, savoir que... Alors ça, c'est plus, effectivement, c'est pour aider à payer le loyer, entre guillemets. Alors, aider à payer le loyer, mais si on sécurise déjà le lien locatif, c'est-à-dire que s'il a droit à cette aide, il peut déjà avoir finalement un reste à charge moindre. D'accord, bien sûr, oui. Éviter justement cette problématique d'impayé. D'accord, oui, je comprends. Cette nécessité d'anticiper, à la fois du côté du bailleur et à la fois du côté du locataire. Alors ça, effectivement, on va y revenir sur les moyens de se prémunir. Donc vous nous dites que ça n'est pas non plus une généralité. Si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a quand même une idée assez répandue en France qui est qu'à partir du moment où ça arrive, le propriétaire rentre dans un parcours du combattant un petit peu pour récupérer dans un premier temps ses loyers et dans un deuxième temps, parfois, ça peut aller jusqu'au logement. Avant de poser la question à Gabriel Néo-Janicki, j'ai envie de continuer avec vous, Roselyne Conan. Est-ce qu'à partir du moment où en tout cas ce que vous voyez au sein de l'ANIL ou au sein des ADIL, est-ce qu'à partir du moment où un propriétaire fait face à un impayé de loyer, est-ce que ça va forcément vers une situation qui se détériore ou on a des situations qui se règlent avant d'aller jusqu'à des questionnements sur une expulsion ou sur des recouvrements? Alors, la question de l'impayé peut être d'origine multiple. D'accord. On peut avoir soit un désaccord, par exemple, sur l'entretien du logement. Et le locataire décide de ne pas payer, ce qui est totalement interdit, parce que la chaudière ne fonctionne pas, parce qu'il y a une problématique sur une fenêtre. Voilà. Donc ça, il ne peut pas le faire, mais ça peut être une source d'impayé. D'accord. C'est vrai qu'en rappelant les obligations de l'un et de l'autre, en lui disant, mais écoutez, vous n'avez pas la possibilité de suspendre vous-même le paiement du loyer, il faut payer votre loyer et demander à votre propriétaire de réaliser les travaux. Quelquefois, on peut arriver à un accord en rappelant les obligations des uns et des autres. Et c'est vrai que l'impayé, ça peut être aussi une omission. Alors, on a aussi des locataires étourdis, ça arrive. Ça, c'est un impayé ou c'est un retard? Alors à partir du moment, alors ça peut être un retard si on est, par exemple, on doit payer le 2 du mois et on paye le 15. D'accord. Si effectivement ça s'étale un petit peu dans le temps, à partir du moment où on ne paye pas, on a effectivement un impayé. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a une définition légale de l'impayé sur la notion, par exemple, d'aide au logement, qu'il faut avoir suffisamment cumulé de loyers impayés pour constituer l'impayé, au sens législatif du terme. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi un passage difficile au moment d'une séparation, d'une perte d'emploi, où on peut arriver par un plan d'appurement, par la mobilisation de certaines aides, à retrouver, un paiement, linéaire du loyer, avec en plus une petite partie payée en plus chaque mois. Et on arrive à retrouver une stabilité dans le lien locatif. Donc il y a quand même différentes étapes, effectivement, avant d'arriver aux étapes un peu plus conséquentes, Gabriel. On pas tout de suite. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, oui, j'imagine que c'est du temps long un petit peu dans les démarches. Gabriel Néo-Janicki, si je vous pose la question qui est la thématique de cette émission, quand on est propriétaire bailleur, comment est-ce qu'on peut agir face aux impayés? Alors déjà, la première question, et Roselyne Conan nous l'a rappelé, c'est quand est-ce qu'on commence à agir en tant que propriétaire bailleur? Est-ce que s'il y a un mois d'impayé, on peut considérer que c'est une omission et ne pas tout de suite lancer des démarches juridiques ou administratives? Alors, au préalable, il faut quand même rappeler qu'entre le moment du premier impayé et si on a un locataire impécunieux,
si on doit aller au bout de la procédure d'expulsion, on en a pour 18 à 24 mois. D'accord. Donc, une fois qu'on a planté ce cadre-là, tout va dépendre de la relation qu'on va avoir avec son locataire. Bien sûr, si le locataire en amont vous appelle et vous dit « Oui, j'ai des difficultés de paiement, est-ce que vous voulez bien étaler, décaler ?» Bien évidemment, je pense que chaque bailleur acceptera. Par contre, souvent, on se trouve dans les problématiques d'impayés face à des locataires, soit qui font l'autruche, soit qui connaissent le système et qui se mettent en situation d'impayé de loyer. Et donc là, il faut être très très réactif. Parce que les délais procéduraux, lorsqu'on les cumule les uns après les autres, font qu'on arrive à ces fameuses périodes que je viens de vous évoquer, de 18 à 24 mois. Je vous donne des exemples très rapides, très concrets. Le premier, c'est le commandement de payer visant la clause résolutoire qu'on va délivrer à son locataire, ou pendant un délai de 2 mois, pendant 2 mois, le locataire, il a ce délai-là pour payer et le propriétaire ne peut pas agir. Donc ça, c'est la première étape ? Ça, c'est la première étape. C'est le commandement de payer. C'est une sorte de mise en demeure, c'est ça, de payer ? Ou voilà. non, c'est après, oui. Non, hors mise en demeure. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, le premier geste, ou en tout cas, nous, notre conseil, c'est tout de suite, on fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Et donc, pendant un délai de 2 mois, le propriétaire ne peut rien faire d'autre que d'attendre ou tenter de faire une saisie conservatoire, mais je dois vous avouer que généralement, lorsque vous avez un locataire qui n'a pas les fonds, qui n'a pas les moyens, aller faire une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires, généralement, vous allez revenir bredouille, si je peux m'exprimer ainsi. Juste après, vous allez devoir assigner votre locataire. Et là, entre le moment où vous allez délivrer l'assignation et que vous allez adresser une copie à la préfecture de police, vous avez encore un délai d'1 mois avant la première date d'audience. Et je ne vous parle pas, après cette première date d'audience, des éventuelles demandes d'aide juridictionnelle ou autre. Et puis, il va y avoir, bien évidemment, une audience de plaidoirie. Il va y avoir le temps du délibéré. Et tout ça, on peut dire, en termes de procédure, on va être entre 8 et 12 mois. Et puis après, vous avez ce dont on est en plein dedans, la période hivernale, qui va du 1er novembre au 31 mars. Et donc, vous voyez que toutes ces périodes cumulées les unes aux autres, on arrive à minimum d'ores et déjà à 15 mois. Et alors, encore, la trêve hivernale, effectivement, c'est un moment où on ne peut pas expulser un locataire à partir du moment où la décision a été prise, mais les dossiers sont quand même traités durant cette période-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que non seulement ils peuvent être plaidés et les tribunaux peuvent rendre leur décision, mais comme je vous disais, juste après la décision qui a été rendue, à nouveau, j'ai un délai de 2 mois où l'huissier, qui est devenu commissaire de justice, va passer chez le locataire et lui délivrer un commandement d'avoir acquitté les lieux. Et il va avoir un nouveau délai de 2 mois, ce locataire, pour cet ancien locataire. Et puis, s'il ne part pas, qu'est-ce qui va se passer ? L'huissier va repasser et il va demander au préfet le concours de la force publique. Et là, le préfet va avoir encore un délai de 2 mois pour répondre s'il est d'accord ou pas. Donc, vous voyez, le cumul de tous ces délais procéduraux fait que lorsqu'on est propriétaire bailleur, comme vous l'avez dit, il faut absolument en amont essayer soit d'avoir une garantie d'impayé de loyer, soit une caution, soit si on peut y souscrire, bien évidemment, le système Visal que je recommande. Et alors, vous en parliez, Roselyne Conan, du système Visal. On peut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent en quoi il consiste. Puisque si je comprends bien, vous nous avez donné, Gabriel Neoujanicki, juste pour finir, vous nous avez donné non pas les moyens pour agir, mais la procédure qui a lieu dans tous les cas. C'est toujours la même procédure ? Absolument. Et donc, le seul moyen aujourd'hui d'agir face aux impayés, c'est d'anticiper ces impayés dans le contrat qu'on va signer au départ, donc avec ce que vous nous avez dit, ou cette garantie Visal. Alors, qu'est-ce que c'est, Roselyne Conan ? Alors, peut-être avant le commandement de payer, il est toujours possible de faire passer un petit coup de fil à son locataire, lui envoyer un mail, un SMS ou un courrier simple en lui rappelant effectivement qu'il a l'obligation de payer son loyer. Enfin, d'une manière, je dirais... de commencer par la communication avant de passer par... D'accord. Oui. Je dirais l'ADN des ADIL, c'est arriver à remettre en contact un bailleur et un locataire. Parce que quelquefois, le contact est rompu, peut-être suite à un habitat dégradé. Ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'on a des locataires de bonne foi qui cessent de payer leur loyer, mais pas parce qu'ils ne le sont pas autorisés, comme je pouvais l'expliquer, mais parce qu'on a une procédure sur l'habitat dégradé qui les autorise à ne plus payer leur loyer. D'accord. Et on a des bailleurs qui poursuivent ces locataires qui sont dans une situation où on a une décision administrative qui les autorise à ne plus payer leur loyer. Donc il faut... Voilà. Mais là, on va avoir des sujets avec la rénovation énergétique des logements à venir, alors ? La non-décence, c'est un vrai sujet. D'accord, oui, bien sûr. Donc il y a un enjeu de reprise de contact, c'est-à-dire que quelquefois, c'est simplement, il y a de la compréhension. On a des locataires qui sont aussi confrontés à une situation de grande difficulté, qui n'ont pas le réflexe de prendre attache avec un service social. Un sentiment de honte, un sentiment même de méconnaissance totale. Donc c'est vrai que de passer aussi par notre intermédiaire,
qui permet de leur expliquer alors quelles sont les obligations des uns des autres. Ça permet de faire un état des lieux, je dirais, de la situation du locataire et savoir s'il y a cette fameuse garantie Visale, qui est un système de cautionnement. On a effectivement la PGL. Via l'ANIL? Non, c'est indépendant. Visale, voilà, c'est totalement indépendant. C'est Action Logement qui porte effectivement ce dispositif de cautionnement qui est ouvert à la fois aux jeunes et aux salariés, qui permet justement d'avoir un tiers qui va se porter caution et prendre en charge les impayés à partir du moment où le sinistre sera déclaré. Et un enjeu aussi d'accompagnement des locataires. Au moment de la signature du contrat. Tout à fait. Il faut que ce soit prévu avant. Ça, c'est antérieur, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Le locataire va faire une demande, ce qu'on appelle d'un visa. On va vérifier son éligibilité sur le site internet de Visale. Et à partir du moment où il aura son visa, il pourra démarcher les différents propriétaires en disant écoutez, moi je suis éligible à Visale, j'ai cette garantie qui est très sécurisante pour vous, allons-y. Signons le bail. Gabriel Néo-Janicki, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est que vous nous avez dit donc 12 à 24 mois, et globalement, vous nous avez fait mention d'un certain nombre de démarches qui vont de 8 à 10 mois avant d'aller vers des procédures d'expulsion. Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont réglés dans cette première étape, que ce soit l'obligation effectivement de payer ou le fait de passer devant un juge avant d'aller jusqu'à des procédures d'expulsion de logement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme, et tous les mécanismes du droit qui existent pour essayer de maintenir le locataire dans les lieux sont multiples et variés, puisqu'on peut avoir le croisement avec les procédures d'expulsion du surendettement. Mais lorsque, par exemple, un propriétaire assigne son locataire, il faut savoir que ce dossier est envoyé à la préfecture, et la préfecture va mandater, par exemple à Paris, c'est le CASVP, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, et donc une assistante sociale pour convoquer ce locataire et lui dire dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre situation? Est-ce que vous avez les moyens de rembourser, de faire un étalement? Et cette fiche d'information, elle va être envoyée au tribunal. Donc, au niveau du tribunal, même si en amont, le contact n'a pas pu être fait, il y a toujours cette possibilité, toujours devant le tribunal, de pouvoir continuer à se parler et de trouver des solutions. J'ai envie de vous dire que on ne peut pas faire de généralité. Ce n'est pas possible. Et de sortir de statistiques, je dois vous avouer que mon cabinet n'en fait pas sur ce thème-là. Mais ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens sont de bonne foi et que le locataire est en capacité de payer, des solutions sont trouvées. Lorsque le locataire n'est pas en situation de payer, on se dirige toujours vers une expulsion. Et juste pour corriger, ce n'est pas 12-24 mois, c'est 18-24 mois. 18-24 mois, effectivement. Non, c'est important de le préciser. Il reste quelques secondes, si j'ai bien compris. Et je vous pose la question à tous les deux très rapidement, Gabriel Néo-Janicki. Le meilleur moyen d'agir, c'est de se prémunir, c'est ça, et c'est d'anticiper le problème avant qu'il arrive? Roselyne Conan, même question. Vous avez répondu très rapidement. Roselyne Conan, même question. Évidemment, donc, comme j'expliquais, il y a à la fois au moment de la signature du bail, après, tout au long, je dirais, de la vie du contrat. Et ce qui est important, c'est de se renseigner aussi. Oui, connaître les dispositifs, connaître les aides. Je veux dire, un locataire peut avoir un système d'aide ponctuelle, par exemple, c'est le Fonds Solidarité Logement, qui est là pour prendre en charge un impayé ponctuel s'il est en capacité de reprendre le loyer. Et il y a un enjeu de relogement, c'est-à-dire que si on voit que le loyer il est vraiment inadapté aux ressources du locataire, il faut creuser les pistes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser dérouler la procédure. Il faut envisager... D'autres solutions. D'autres solutions. Il faut faire une demande de logement social. S'il y a d'autres créances, un dossier de surendettement. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et certaines collectivités territoriales proposent des dispositifs d'aide complémentaires, en plus de l'aide au logement, du Fonds de Solidarité Logement. Donc il y a plein de choses à mobiliser. Surtout, renseignez-vous. On va finir là-dessus. Merci beaucoup Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Gabriel Néo-Janicki, avocat spécialisé en droit immobilier, d'être venu également sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.